Bon, on ne va pas attendre indéfiniment, hein. De toute manière, au début, c'est surtout Sébastien qui va vous présenter cet outil. Et donc, moi, je fais le bonimenteur avant, donc je vais prendre un petit peu la parole. Ça va faire venir peut-être des personnes. Donc, je voulais juste faire une introduction sur la genèse de cet outil. Il est là, hein. Donc il y a un plateau, des cartes, des pions, des règles du jeu, euh, et surtout faire comprendre que c'est pas quelque chose, c'est pas un concept qui est arrivé comme ça. C'était vraiment un work in progress. Euh, Sébastien Trouvé y a joué un rôle très important que je détaillerai au fur et à mesure. Donc il est chargé de mission de développement pédagogique à la Ligue de l'enseignement. Mais on se connaît depuis 2014. Tu travaillais au kiosque des Lilas. Et je lui suis redevable qu'il ait attiré mon attention sur ce qui se passait sur l'Internet. Hein, moi, j'étais plutôt technophobe. Je venais du secteur de l'addiction. Donc, franchement, l'addiction aux écrans, l'addiction aux réseaux sociaux, c'était du petit lait. Enfin, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Puis, moi, à son contact, j'ai découvert qu'il y avait vraiment plein de trucs quoi, intéressants. Et donc, j'ai plaidé pour qu'il ait un stand lors des premières rencontres de la MPCR qui ont été organisées en février 2015 au chapiteau de l'Académie Fratellini à Saint-Denis. Et on s'est recroisés. Et puis, aux sorties du Covid, en 2021, j'ai mis en place un atelier avec des professionnels de l'AVEJ, qui avait beaucoup travaillé sur cette question du numérique. La VEJ, c'est une association qui notamment reçoit des jeunes dans le cadre de ce qui s'appelle l'atelier scolaire, et pas mal de jeunes qui sont déscolarisés. Donc, le contexte d'une surutilisation des écrans est souvent invoqué comme un motif. Donc, ils sont orientés par l'ASE. Et là, ils sont accueillis à la fois sur des temps où ils ont des activités, si bien dessin, équitation, des choses comme ça, et puis du temps scolaire adapté à leur niveau. Et ils ont un pourcentage de 95% de mômes qui retournent à la scolarité normale. Parce qu'en fait aussi, à l'arrière-plan de ces questions d'abus d'écran, il y a souvent des dysfonctionnements familiaux, hein, des enfants qui développent des phobies scolaires, mais pour rester auprès d'un parent qui va mal, pour le soutenir. Bon, c'est pas pensé comme ça, évidemment, c'est inconscient. Et puis ça rassure le parent, puis en même temps, l'enfant et le parent ne pourraient pas rester en vis-à-vis. Donc finalement, l'écran permet de gérer cette situation-là. Et donc là, il s'agit de travailler avec l'enfant et la famille. Et donc la VEJ attire vraiment une vraie compétence sur cette question autour des écrans. Et donc on s'est dit, on va réunir aux sorties du Covid, parce qu'on avait vu qu'il y avait eu pas mal de dégâts, des professionnels très différents, des uns travaillant avec des jeunes en foyer, d'autres en centre de quartier, d'autres qui travaillaient sur la parentalité. Il y avait une formatrice du centre de formation des assistantes familiales. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que Sébastien rejoigne ce groupe. Et donc, on a travaillé. Puis, quand on a demandé aux professionnels de quoi vous auriez besoin comme outil, ils ont dit un jeu de société. Pour un peu deux raisons. D'abord, parce que un des rares points positifs du Covid, c'est qu'il y a des familles qui ont ressorti des placards les jeux de société. Il y a même eu un engouement en termes d'achat de jeux de société. Et puis, le jeu de société, il a une dimension de hasard. C'est-à-dire que si on veut aborder le thème, par exemple, là, vous avez des cartes qui ont plein de thématiques. Par exemple, il peut y avoir pornographie. Si je prends la carte pornographie en ligne, on va me dire pourquoi tu l'as pris. Un jeu, ça vient venir par hasard. Donc je me retrouve, on a cette carte-là, il n'y a pas quelque chose d'intrusif, quoi. Et puis le jeu, tout le monde est sur un pied d'égalité, hein, on part tous avec le même niveau de chance. Et avec le numérique, comme c'est une révolution, finalement, en tant qu'adulte, on n'est pas tellement en position haute face aux gamins. Bien souvent, au moins sur certaines choses.
ils savent des choses, parfois ils croient savoir des choses. Enfin bon, et donc on a commencé à élaborer un jeu qui soit ludique, suffisamment stratégique pour que celui qui a perdu ait envie de se dire bah, je veux ma revanche. Et donc, et l'idée c'était d'avoir un jeu de cartes, mais d'accéder à des jeux à des messages de prévention. Et l'idée qui est venue, bah, c'était de dire bon, on va faire un QR code au dos des cartes. Il suffira de flasher, puis on accédera à des messages. On a testé le jeu avec des jeunes, avec des familles, avec des assistantes familiales, avec des professionnels. Et puis, à un moment, il y a des collègues de Stein qui m'ont dit bah ouais, mais c'est mort, parce que nous, on travaille avec des parents qui maîtrisent pas très bien le français. Alors, s'il y a de l'écrit, c'est même pas la peine. Alors, j'en parle avec... parce qu'on avait formé tout un groupe de travail. Donc, il y avait, pour fabriquer l'outil, il y avait... l'APSAGE, qui est une association de prévention spécialisée pour avoir justement des groupes de jeunes. Il y avait Open, qui est l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation au numérique. Et puis la Ligue de l'enseignement. Donc on a... et puis je fais remonter, ben voilà, on est embêté avec des parents qui effectivement, l'écrit, c'est pas possible. Et puis c'est Thomas Romer de Open qui me dit mais pourquoi vous n'utilisez pas une IA, un petit personnage avec une IA? Et du coup, maintenant, quand on flash, on tombe sur un personnage qui délivre un message d'entre 40 et 1 minute et qui va permettre de débriefer ensuite, à la fin de la partie, une série de messages qui seront passés au cours de la partie, quoi. Et voilà, ça a été... C'est dire vraiment que ça a été pas à pas, à travers des retours avec des équipes. Il fallait que la partie dure pas plus de 25 minutes, parce que si on est un animateur et qu'on a pris 1 heure, il ne faut pas que la partie dure 1 heure. Il faut que ça dure 25 minutes pour pouvoir ensuite débriefer. Bon, donc il a fallu ajuster les règles, arriver à caler les choses pour que ça fonctionne. Et puis on imagine aussi qu'on pourrait l'utiliser d'autres manières, parce que des règles, elles sont faites pour être changées. On va inventer d'autres règles au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'on va déjà le mettre en prêt à la mission, au centre de formation des assistantes familiales, auprès des collègues du département qui s'occupent de l'inclusion numérique. Bref, il va y avoir plusieurs lieux de prêt, et puis évidemment, aussi, ça va être largement évalué aussi par la Ligue de l'enseignement. Je vais te céder la parole où tu pourras présenter tes missions et présenter l'outil sur lequel on a travaillé. Puis moi, je m'occuperai surtout de l'interaction avec la salle. Ça marche. Je ne sais pas si, ouais, si on m'entend bien. Oui, du coup, effectivement, pour me présenter moi et mes missions, donc Sébastien Trouvé, comme Emmanuel l'a dit, je suis chargé de mission développement pédagogique au Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement. Très rapidement, la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui possède 102 fédérations sur l'ensemble du territoire, dans tous les départements de France et d'outre-mer. Donc, on va expérimenter, pas forcément au sein des 102 départements, mais en tout cas au sein des fédérations de la Ligue de l'enseignement qui sont déjà actifs sur des accompagnements dans le champ du numérique. On expérimentera l'outil, le jeu. Juste une petite... Si, il faut que je me rapproche. Non, on m'entend bien, là. Juste peut-être pour prolonger un petit peu le contexte d'arrivée du jeu, c'est à peu près à ce moment-là qu'est sorti aussi, quand c'était vers 2022 à peu près, un petit peu avant, grosso modo, à ce moment-là, il y a une étude de l'Open. Alors l'Open, Emmanuel l'a présenté rapidement tout à l'heure, donc c'est l'Observatoire pour la parentalité et l'éducation au numérique. Pour être plus précis, en fait, l'Open, c'est un comité d'experts qui vont être sociologues, psychologues, neurologues, anthropologues, etc., qui vont travailler spécifiquement sur la question de la parentalité à l'ère du numérique et qui nous ont accompagnés notamment sur une partie qui va être qui s'appelle spécifiquement conseil aux parents dans la rédaction ou dans la validation des textes qu'on avait proposés. Et je vous parle en fait de cette... Je vais présenter ça comme ça. Hop. Je vous parle en fait vous pouvez trouver leur site ici et le
réseau sur Internet et le réseau d'experts dans À propos. Mais là, ça n'a pas l'air ainsi. Hop, vous les avez tous en bas normalement. Je ne sais plus. Découvrir les experts, vous pourrez les voir ici. Si je vous parle de l'Open, c'est parce qu'en 2022, ils sortent une étude qu'on trouve ici dans Ressources. Je ne vais pas l'ouvrir, l'étude spécifiquement, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Cette étude, elle a permis un petit peu de comparer les pratiques des jeunes et les a priori qu'ont les parents des pratiques des jeunes, ou la connaissance et les a priori, on va dire, parce qu'évidemment, les parents ont une connaissance assez claire, mais on s'est aperçu un petit peu dans cette étude qu'il y a un gap assez important déjà dans les usages qui sont faits par leurs enfants et les adolescents du numérique, et du temps d'écran et du temps qui est passé sur les écrans. Donc généralement, les parents diminuent... ouais, si on... Ah, ok. Donc, d'une manière générale, les parents ont peut-être plutôt tendance à sous-estimer le temps d'écran de leurs enfants. Et en termes des usages, ils ont peut-être aussi plutôt tendance à réduire le champ des possibles de ce qu'on peut faire de ce que font leurs enfants et leurs adolescents sur les réseaux sociaux ou sur Internet d'une manière plus générale. On s'aperçoit aussi un petit peu dans cette étude qu'il y a une espèce de désintéressement des parents sur les contenus qui sont visionnés par leurs enfants, et peut-être plus au profit, je ne sais pas si c'est le terme, mais peut-être plus avec un regard beaucoup plus appuyé sur le temps qui est passé sur les écrans. Donc beaucoup plus à combien de temps leurs enfants passent sur les écrans plutôt que qu'est-ce qu'ils y font. Et au final, c'est un petit peu difficile de décorréler les deux, parce que ce qui est important, c'est pas tant le temps qui est passé, est-ce qu'on y fait, est-ce qu'on y a des pratiques. Alors le temps, évidemment, c'est important si ça prend beaucoup trop de moments de la vie quotidienne. Mais quelles sont les pratiques, et est-ce que ce sont des pratiques sociales, est-ce que ce sont des pratiques créatives, citoyennes, ludiques, informationnelles? Il y a des usages qui sont multiples. Et l'idée un petit peu de jeu, c'était aussi de réconcilier un petit peu, je ne sais pas si le terme est le bon, mais réconcilier un petit peu les pratiques des enfants avec l'image que s'en font les parents. Et à travers ce jeu, on voulait aussi un petit peu ouvrir des espaces de parole. Parce que souvent, il s'avère que c'est un petit peu compliqué, comme on le voyait dans cette étude. Les parents ont une tendance un petit peu à se désintéresser et à pas se dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites exactement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'y passe, alors que les enfants y passent énormément de temps, et ça semble quand même relativement important de se questionner sur ça. Un exemple que je prends souvent, c'est par exemple quand on va à une compétition, quand un enfant pratique un loisir ou un sport, je ne sais pas, par exemple le judo, je pense souvent à l'exemple du judo parce que moi j'en ai fait, et que les enfants reviennent du sport, les parents ils vont me dire comment ça s'est passé, ta séance de sport. J'ai fait Morote Sonage, j'ai appris Ostogari. Bon, les parents ils comprennent pas, mais ils s'intéressent à la pratique, et souvent les parents ils vont dire que sur les réseaux sociaux ils comprennent pas non plus en fait les usages de leurs enfants. Mais en fait, ce qu'il faut peut-être, c'est pas forcément rentrer dans l'intimité, mais en tout cas s'intéresser à la pratique pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'amener avec ça, c'est d'ouvrir cet espace de parole pour que les parents puissent s'intéresser à la pratique et essayer de comprendre les usages de leurs enfants, comme pour toutes les activités du quotidien qu'ils pourraient faire. Dans l'étude, et je termine sur l'étude, mais ça me semblait important d'introduire le jeu avec ça. Il y a aussi une partie un petit peu qui demande aux parents et aux enfants quels sont pour eux les risques des usages numériques et des usages des réseaux sociaux. Alors là, je me les suis notés. Pour les parents, ça va être ce qui est mis en priorité dans l'ordre d'importance. Pour les parents, ça va être les rencontres avec des inconnus sur les réseaux sociaux, la dépendance aux écrans, le harcèlement,
les problèmes des données personnelles et les fake news. Et quand on demande aux enfants quels sont pour eux les risques sur les usages des réseaux sociaux, ils vont nous dire les maux de tête, le fait d'avoir mal aux yeux et les problèmes d'endormissement. Ou parfois aussi des problèmes relationnels un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc on s'aperçoit un petit peu qu'on a deux visions qui sont pas forcément, qui sont pas tout à fait les mêmes, qui peuvent être complémentaires aussi, et qui en tout cas nécessitent un dialogue. Et c'est vraiment l'idée de cet outil, c'est vraiment d'ouvrir cet espace d'échange et de discussion, mais aussi de valoriser les pratiques des jeunes, des enfants, les pratiques qui vont être sociales, créatives, informationnelles, citoyennes, etc. De réduire la fracture générationnelle, hein, de fait, en faisant ça, et aussi, et ça reste évidemment quelque chose de très important, de prévenir des conduites à risque qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux à travers plusieurs cartes et plusieurs thématiques qu'on va pouvoir amener pour aussi permettre d'ouvrir le dialogue sur ces thématiques-là, mais de ne pas avoir un discours qui soit uniquement centré sur le « ah, les réseaux sociaux, c'est le mal, ah, le numérique, c'est le problème », essayer aussi d'identifier les pratiques positives et de construire un discours un peu plus cohérent dans tout ça. Ah oui, je vais vous remettre le jeu. Alors le jeu, c'est un jeu qui fonctionne assez bien en tant que jeu. C'est pas souvent le cas quand on fait des outils de prévention, on va dire, parce que là c'est un outil et de prévention et d'information et d'échange, mais c'est souvent, on a une petite tendance à avoir des jeux qui vont être un peu lourds et des fois pas particulièrement ludiques. Celui-ci est vraiment ludique, il marche très bien, généralement c'est difficile d'arrêter une partie et de dire... Enfin, un peu comme c'est cet exemple qu'on prend souvent avec les parents quand ils disent « Ah, c'est fini la partie de jeux vidéo » et les enfants ils font « Ah non, c'est pas possible, j'ai encore un truc à finir. » Bon. Et c'est un peu pareil avec une partie de Webrunner. On a envie d'aller au bout, un petit peu comme dans n'importe quel jeu de société. Il est utilisable dans plusieurs cadres. Alors, les discours de prévention et d'information qui sont portés, ils sont adaptés de manière assez large. Alors des fois, je pense qu'en le jouant, on pourrait dire qu'il est peut-être pas suffisamment adapté aux jeunes, peut-être pas assez aux parents, mais en tout cas, il regroupe de manière suffisamment large pour être compris par tout le monde. C'est aussi un petit peu l'idée de ça, c'est qu'il peut être utilisé dans le cadre familial à la maison, comme un jeu de société tel quel. On n'est même pas forcément obligé de parler des cartes, parce qu'après je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le parcours, etc. On n'est peut-être pas obligé même à la maison de parler des cartes, on peut juste jouer le jeu, et juste en jouant le jeu et en jouant des cartes qui vont s'appeler s'informer, fake news, porno-divulgation, ça permet déjà d'ouvrir cet espace de parole. C'est-à-dire que si là, je prenais l'exemple d'un cadre familial, ça peut être pareil pour un cadre un petit peu plus éducatif, par exemple en centre social ou en centre de loisirs. On peut jouer la partie, et c'est pas parce qu'on n'a pas abordé chacun des sujets à ce moment-là, on peut les aborder à la fin de la partie si on le souhaite, mais déjà, on a permis d'ouvrir un espace de parole et d'identifier des éducateurs au sens large, hein, parents, animateurs, éducateurs spécialisés, auxquels on peut s'adresser pour parler de ces questions. Moi, c'est souvent une question qu'on m'a posée, on m'a dit « Ah bah oui, mais comment je peux faire comprendre aux personnes avec qui je travaille que je suis référent et qu'on peut venir... » C'était dans le cadre quand j'étais coordinateur promeneur du net. Comment on peut permettre d'être identifié comme une personne référente à qui on peut venir parler de, je sais pas, des problèmes de revenge porn ou des problèmes de pornographie, des choses comme ça. Donc, juste en jouant le jeu, ça permet déjà d'identifier la personne. Donc, je disais, dans un cadre familial, dans les espaces éducatifs scolaires, et
Et un endroit où ce jeu trouve bien sa place, c'est aussi dans un café des parents. Parce que du coup, on aborde vraiment de nombreuses thématiques. On n'est pas obligé de le jouer sous forme de jeu. Il peut être joué sous forme de photolangage, etc. Mais ça permet d'ouvrir la discussion à plein de thématiques et d'ouvrir les échanges. Et à chaque fois, pour chacune des cartes, soit on peut se contenter de la carte, soit on peut flasher le QR code qui est au dos et aller sur le site internet. Je vous montre juste après comment ça fonctionne. Donc c'est ça, c'est un jeu qui a été pensé, en tout cas en tant que jeu de société, qui marche très bien en tant que jeu de société, mais qui peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme d'un photolangage juste en étalant les 35 cartes, 35 thématiques du jeu sur la table et en choisissant. Alors, comme disait Emmanuel, ça pose un petit problème si, par exemple, on a la carte pornographie. Ce n'est pas forcément évident d'aller choisir la carte pornographie et de s'exprimer sur la question. Dans un café parent avec des parents qu'on ne connaîtrait pas forcément. Du coup, l'intérêt du jeu, c'est qu'il permet un petit peu de générer ce hasard. Et l'intérêt aussi des vidéos, c'est qu'elles vont amener un premier message d'information sur lequel on va pouvoir dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Parce que ce n'est pas toujours évident d'aborder une thématique comme ça sans un petit peu à vide, quoi. Enfin, sans base. Et une troisième forme, un petit peu pour utiliser le jeu à laquelle je pense, c'est d'aller sur le site internet. Alors le voilà. Pour aller sur le site internet, vous pouvez y aller, hein, il est accessible à tout le monde. Il s'appelle webrunners.org. Et du coup, quand vous êtes sur le site internet, on a accès à toutes les cartes. Et à partir des cartes, on va pouvoir se balader dedans. Mais je vous montre ça juste après. Une petite chose, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ah oui. Et à partir du site, du coup, on retrouve les cartes et on retrouve ici les règles du jeu. On revient dessus juste après. Je vous montre un petit peu. Hop. Ce que je voulais vous présenter également, là, on va rentrer directement dans le jeu. Effectivement, c'est un jeu qui marche bien d'un point de vue ludique et, comme le disait Emmanuel, d'un point de vue stratégique aussi, dans la manière dont on va essayer d'accéder au centre. Alors, le but du jeu, c'est une fois qu'on est sur le plateau, hop, je vous montre ça. Le but du jeu, évidemment, c'est, évidemment, je ne sais pas si c'est si évident, ça me le semble, c'est qu'on part de la case Start et qu'on arrive, en se déplaçant avec les cartes du jeu, de cercle concentrique en cercle concentrique, à arriver au centre. Je vous explique juste après comment ça fonctionne. Dans le jeu, on a 4 personnages. On les voit en haut à gauche. 4 personnages à incarner. Et du coup, selon le personnage qu'on va incarner, on va avoir un pouvoir spécial qui vont nous permettre de ralentir les équipes d'en face ou de nous donner un petit peu de points supplémentaires. Ça fonctionne un petit peu comme l'idée du Milborn avec le feu stop, ou le feu rouge et le feu vert. Non, pas ça. Non, ça, c'est les cartes dégâts et rétro-dégâts. Ouais, les cartes personnages, en tout cas, donnent un pouvoir supplémentaire. Ensuite, on a les cartes de déplacement. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré le plateau du jeu, je vous le remonte juste après. Les cartes de déplacement, elles vont permettre effectivement de se déplacer dans le plateau du jeu et d'accéder le plus rapidement possible au centre. On a des cartes de déplacement de 1, 2, 5, 10. En fait, elles sont un petit peu, on les a notées, je ne sais pas si c'est le terme, mais on leur a donné ces valeurs en fonction un petit peu de la valeur de la pratique sur les réseaux sociaux. Disons que les pratiques les plus constructives, les plus éducatives, etc., vont avoir une valeur plus forte, 10, et celles qui vont être les pratiques les mésusages d'Internet, on va dire, on va avoir des valeurs de déplacement de 1. C'est un peu l'idée. Ensuite, on a des cartes ponts. Les cartes ponts, elles vont nous permettre de passer d'un cercle concentrique à l'autre cercle concentrique. Je vous explique juste plus précisément après. Généralement, ces cartes ponts, c'est des cartes qui vont avoir des thématiques autour du lien social plutôt, quoi, qui est généré par
par le numérique. Et enfin, on a des cartes dégâts et rétro-dégâts. C'est plus là en fait que ça ressemble au Milborn. C'est-à-dire que les cartes dégâts vont permettre généralement d'essayer de ralentir ou de diminuer le pouvoir d'action de l'adversaire. Et les cartes rétro-dégâts de renvoyer, alors plus que le Milborn, c'est-à-dire que le Milborn, on empêche l'action. Et ici, dans ce jeu-là, la carte rétro-dégâts, elle renvoie l'attaque à la personne qui l'a faite. Et ensuite, le site internet que je vous montre après. Alors, voilà le plateau de jeu. Donc, du coup, je vous disais, on part de start, on arrive, on a... et on se déplace avec les cartes. Quand on arrive sur les cartes ponts, alors on identifie les ponts par les traits violets qui sont là. Quand on arrive sur une case qui permet d'avoir un pont, et il faut avoir le nombre de ponts qui est spécifié par le nombre de traits. Alors, c'est assez simple à comprendre, mais du coup, c'est là que va jouer un petit peu la stratégie du jeu. C'est qu'en fait, si on veut prendre la première case avec les 3 traits, il faut avoir 3 cartes ponts dans son jeu. On va pouvoir aller plus vite, mais du coup, on aura dépensé 3 cartes ponts dont on risque d'avoir besoin à la fin. Donc, il y a toute une stratégie de jeu à mettre en place à ce moment-là. Il y a aussi toute une stratégie de jeu à mettre en place avec les couleurs des cases. Alors, on voit ici, on a des cases vertes qui s'appellent super défausse. La super défausse, ça permet de jeter son jeu et de reprendre des cartes dans la pioche. Rejouer, bah, c'est pas plus compliqué. Plus 3 cartes qui permettent de reprendre des cartes et d'augmenter sa main, en fait, d'avoir des cartes en plus, sans en remettre, il me semble. Oui. Et la carte immunité qui permet de ne pas subir les attaques. Enfin, du coup, on a aussi 4 manières de 4 parcours, disons, 4 parcours de jeu qui vont permettre d'aborder les thématiques. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut jouer hors parcours et ne pas aborder les thématiques. Mais à un moment, on s'est posé la question de comment mêler à la fois l'aspect ludique du jeu pour que vraiment on s'amuse à y jouer et l'aspect pédagogique préventif du jeu. À un moment, on s'est dit, bah, si à chaque fois qu'on joue une carte, on doit s'arrêter et parler autour de la carte, on ne joue plus. Donc ça ne marche pas. Et puis, on a trouvé la solution de faire des parcours. Donc, on va avoir 4 types de parties qui vont être vie relationnelle, affective et sexuelle, information technique et esprit critique, santé physique, mentale et environnementale, et éducation et culture. Et en fonction du type de partie qu'on joue, on va avoir sur les cartes, à chaque fois, sur chaque carte, on va avoir un petit logo d'une couleur différente. Et si on joue une carte avec la couleur de la partie, on s'arrête 1 minute et soit on lance la vidéo, soit on fait le quiz, soit on échange sur la thématique. L'idée, c'est de s'arrêter sur ce parcours. Alors, voilà les personnages. Ils sont 4. Du coup, on a l'influenceuse qui a un pouvoir spécial qui va lui permettre de prélever une carte de la main d'un autre joueur. L'écologie qui va récupérer une carte de son choix dans la défausse. Le white hat qui va changer la valeur d'une carte. Et le cyberactiviste qui va annuler une attaque. Voilà un petit peu les possibilités qui sont faites. Alors, je ne crois pas qu'Emmanuel ait précisé tout à l'heure, mais on part sur un univers un peu science-fiction qui parle quand même pas mal aux jeunes. C'était aussi un petit peu l'idée graphique, l'idée dans les graphismes du jeu. Et on s'aperçoit souvent, c'est un peu l'effet le biais d'ancrage, quoi. C'est-à-dire que les gens souvent voient le jeu et ils arrivent à faire « Ah, il a l'air bien ce jeu ». Ils ne reconnaissent pas grand-chose du contenu, mais ils se disent « Il a l'air bien » juste parce que visuellement, il y a quelque chose. Ça semble un peu important de le dire parce que c'est effectivement ce biais d'ancrage qui permet de commencer une partie en disant « Ah ouais, j'ai envie d'y jouer ». Je l'ai de côté, je vous épargnerai la première version du jeu, mais moi je me rappelle que quand j'avais présenté à mes collègues, ils m'ont dit « Ah, le jeu a l'air bien, mais
les gamins avec qui je travaille n'ont pas envie d'y jouer. Oui, aussi l'idée de SF, c'est une proposition comme ça du graphisme. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple et moins agressif de représenter des robots qui se harcèlent entre eux, un extraterrestre qui cherche à vous arnaquer, plutôt que de représenter des jeunes. Alors du coup, ça aurait posé plein de questions de comment on représente ça. Finalement, les robots et les aliens sont un peu comme les enfants passage qui font un peu tout. Et ça nous met à distance. Donc, voilà les personnages. Et ensuite, là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le tour des cartes. Comme ça permet de voir un petit peu toutes les thématiques qu'on peut aborder dans le jeu. Peut-être qu'il y a certaines thématiques qui vont amener des questionnements. Enfin, j'en suis même sûr. Généralement, ça marche assez bien, surtout en ce moment sur les usages numériques. Et puis, une fois qu'on a fait le tour des cartes, on pourra aller voir un petit peu ce qui se passe derrière les cartes, ce que j'appelle derrière les cartes, c'est-à-dire que quand on flash effectivement le QR code qui est au dos de la carte, on arrive sur le site internet et là, il y a un peu un deuxième jeu. Enfin, il y a la continuité du jeu que je vous présente ensuite. Donc la carte divulgation de Nude qui permet un petit peu de parler de tout ce qui va être autour de porno-divulgation, compte ficha, revenge porn, etc. Les jeux d'argent en ligne. Alors ça, effectivement, on voit que c'est les cartes numéro 1. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu autour de ce qui va plutôt être considéré de l'ordre du mésusage des réseaux sociaux. Donc, jeux d'argent en ligne, les fake news. Fake news, discours de haine, biais cognitifs, etc. La pornographie, les influx voleurs. Alors on a appelé la carte influx voleur, effectivement, c'est les influenceurs qui vont profiter de leur notoriété pour vendre des produits sur Internet. Aujourd'hui, on sait que avec le DMA, c'est désormais interdit par la loi. Maintenant, on sait très bien que sur Internet, ça ne fonctionne pas tout à fait, que c'est pas respecté par tout le monde, je veux dire. Ensuite, on a les cartes de déplacement de 2. Alors, il fallait choisir celles qui sont moins de l'ordre du mésusage, mais voilà, ça nous permet toujours pas d'avancer très rapidement. On a effectivement la carte enfermement numérique, enfermement par les biais algorithmiques dans une sphère informationnelle qui est toujours la même, où on va renforcer une opinion où les algorithmes vont nous enfermer dans quelque chose de l'ordre de la consommation ou des opinions qu'on peut avoir. Une thématique un peu plus autour du sommeil, de l'endormissement, du coup, qui s'appelle lumière bleue, qui est du coup la lumière qu'on peut réduire. Alors c'est intéressant, je crois que c'est dans ce... je vous montrerai après, mais je crois que c'est dans ces outils-là, dans cette carte-là qu'on peut accéder à des outils qui permettent simplement de savoir comment on réduit la lumière sur son téléphone. Nous, je pense que ça semble évident à tout le monde de le faire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas. Et pourtant, c'est un des problèmes qui est souvent remonté par les enfants, c'est le mal aux yeux. Alors du coup, parfois, on voit des écrans qui sont ultra lumineux, donc avec en plus la lumière bleue qui est allumée le soir avant de se coucher et souvent dans un environnement un peu sombre, quoi. Avec les notifications, etc. Effectivement. Polémique avec un troll, donc qui va permettre de parler à la fois des personnes qui viennent polariser des forums de discussion ou des espaces en ligne, mais également des trolls type de fabrique à trolls, comme on pourrait... qui vont être un petit peu plus dans de l'ingérence politique, qui vont être fabriqués à l'extérieur et qui vont permettre de polariser des débats dans un autre pays pour amener les influences politiques. La partie sur les données personnelles, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les partage, etc. Comment on peut effectivement se protéger de ça. L'aspect sur la sédentarité. Je reviendrai un petit peu sur quelques-unes de ces cartes, et notamment celle-ci tout à l'heure. Donc, qui fait qu'on passe beaucoup de temps derrière son écran.
Donc les cartes de déplacement 5, là, elles permettent un peu plus d'aller sur des pratiques un peu plus, on va dire, positives. Donc quand on crée du contenu, la notion de droit d'auteur, l'intérêt de la création de contenu, souvent, c'est parfois des choses qui ne sont pas comprises par les parents, un petit peu pourquoi tu as une chaîne YouTube, qu'est-ce que tu partages, etc. Et au-delà de ça, tout ce qu'on peut faire de créatif sur Internet et les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le cyberactivisme, hein, le fait de prendre position et puis de s'informer, soit d'opinions politiques, soit de choses plus larges en ligne. Les relations à distance. Donc soit les sites de rencontres, effectivement, qui essayaient d'échanger sur la thématique des sites de rencontres, mais aussi sur les relations qu'on peut garder à distance et l'intérêt aussi du numérique pour garder du lien avec des amis, avec la famille, etc. L'identité numérique, donc comment on se construit en tant qu'adolescent sur les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux sont un outil essentiel à la construction de l'identité chez les adolescents, un espace d'expérimentation très, 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 très riche et particulièrement intéressant parce qu'on peut prendre des risques qu'il est peut-être plus facile à prendre sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle, en face à face avec des personnes. On est dans un autre espace qu'on peut investir différemment. Et là, on est plus sur des choses un petit peu constructives, hein, créatives et constructives. Donc l'initiation au codage, l'importance de comprendre un petit peu le numérique, ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. On sait que nos comportements sont guidés aujourd'hui par des algorithmes qui nous emmènent à droite, à gauche, qui arrivent à manipuler un petit peu des comportements. Et du coup, quand on a des notions un petit peu de développement de codage, on arrive à comprendre un petit peu comment ça peut être conçu. Il peut aussi informer les parents sur le fait que Scratch, le petit charroux, c'est un outil utilisé par l'éducation nationale pour initier les enfants au codage. Et tous les parents n'en sont pas forcément conscients que ça fait partie aujourd'hui des savoirs de base, d'avoir au moins avoir compris comment ça marche, quoi. Et puis ça peut être aussi, pour certains gamins, des voies professionnelles, quoi. Ah bah, complètement, hein. Ouais, tout à fait. Puis il y a, je ne sais pas si je dirais peut-être quelque chose de l'ordre d'une nécessité, peut-être d'arriver à comprendre en tout cas ce qui se passe, et, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus numérisé, hein. On peut vivre dans un monde numérique et avoir des éléments de compréhension pour pouvoir être un peu plus acteur de nos vies, en sachant où on veut nous emmener et un petit peu de quelle manière, quoi. E-learning, c'est du coup l'auto-apprentissage sur Internet. Il y a pas longtemps, j'avais vu une thèse de quelqu'un qui expliquait un petit peu, je le dis là parce que je crois qu'on n'a pas partagé de choses sur ça sur le site Internet, mais d'une personne qui expliquait un petit peu l'intérêt pour les enfants, en fait, et les adolescents de pouvoir réviser un cours sur YouTube ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, elle citait le témoignage d'un enfant dans le cadre de son étude qui disait, bah, moi, en classe, je comprends rien, j'arrive pas à suivre, ça va beaucoup trop vite pour moi. Par contre, après, je retourne à la maison et là, je me connecte sur le site et puis je réécoute le cours. Et puis, quand j'ai pas compris, je vais en arrière. Et puis, hop, je mets au ralenti. Et puis, quand j'ai compris, j'accélère. Et en fait, évidemment, on ne peut pas faire ça avec le prof, hein. Mais c'est un petit peu l'intérêt de ces outils qui peuvent être complémentaires à l'école, de pouvoir adapter, d'avoir une espèce de forme de pédagogie différenciée et adapter directement aux usages et à la manière de compréhension, puis avec des approches pédagogiques qui sont souvent différentes et parfois super intéressantes. Matériel reconditionné, hein, comment on évite d'acheter toujours le dernier outil à la mode. Les exposés en classe, comment on les fait, on a mis quelques tips dedans sur comment s'informer, comment se renseigner, s'assurer de la véracité des infos, ça croise un petit peu fake news. Les cartes ponts, donc celles qui sont plus autour effectivement de l'ordre de la sociabilité, communauté, donc victoire aux jeux vidéo,
et puis un petit peu valoriser aussi cette pratique, hein, qui est souvent décriée comme quelque chose de négatif. Essayer d'en comprendre un petit peu l'intérêt de ce qu'on y partage et ce qu'on peut développer un peu dessus. Les hobbies et les passions, les centres d'intérêt qu'on peut avoir sur Internet. La musique et le streaming, du coup, effectivement, l'intérêt de tout ça est aussi un petit peu le pendant un peu à la fois écologique et des droits d'auteur. Comment on fait communauté sur Internet, comment on s'informe du fonctionnement, alors là c'est comment on s'informe d'une manière générale, mais comment aussi on s'informe du fonctionnement du numérique dans ses spécificités. Un petit peu là, ce qu'on amène un peu avec cette carte, c'est essayer de comprendre que le numérique, c'est quelque chose de matériel. Là où on veut souvent un petit peu cacher l'aspect matériel du numérique avec le cloud, les trucs, tout est sans fil, tout est à distance, etc. Essayer de redonner un petit peu des éléments de compréhension dans la matérialité dans laquelle s'ancre le numérique, avec effectivement les data centers, la collecte de minerais pour fabriquer ces outils, l'exploitation des enfants, etc. Et enfin, on arrive sur les cartes de dégâts et de rétro-dégâts, donc sur la carte de surveillance, donc, qui peut avoir un petit peu deux pendants, à la fois la surveillance, hein, même 2 ou 3, peut-être même plus, un petit peu la surveillance d'État, hein, on amène quelque chose un petit peu autour de la surveillance d'État. Également la surveillance dans les relations conjugales, hein, comment des fois elle est mise en place et comment s'en protéger également. Et également la surveillance dans les relations parents-enfants, un petit peu comment les parents vont mettre des stratégies en place pour suivre les enfants partout où ils sont, et comment les enfants vont trouver toutes les stratégies d'évitement pour fuir ce contrôle parental. Évidemment, les cyberviolences, hein, avec tout ce qui est regroupe, hein, depuis le harcèlement, le happy slapping, revenge porn de nouveau, mais bon. Les phénomènes de hacking, donc, comme carte de dégâts, et puis comment à distance on peut prendre le contrôle d'un ordinateur, mais aussi comment on apprend à se prémunir de mails ou de messages qui vont avec des liens sur lesquels il ne faut pas cliquer, qui vont être de l'ordre du ransomware, des chevaux de Troie ou des choses comme ça. Donc pour protéger et sa vie privée et son matériel informatique. L'obsolescence programmée, donc comment certains outils, effectivement, dans des mises à jour, vont parfois, alors je sais que Apple a été condamné plusieurs fois pour ça, hein, il y a un exemple de ça, mais pour avoir fait une mise à jour qui finalement va ralentir un peu le système d'exploitation au moment même où sort la nouvelle version de l'iPhone. Voilà, des choses un peu comme ça. D'autres marques font la même chose, hein, avec des imprimantes ou des choses comme ça. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et enfin, la notion de bug. Alors, je lis en ce moment un livre qui s'appelle L'éloge du bug. J'en parle rapidement, mais qui est super intéressant. Et l'auteur explique un petit peu comment l'importance qu'a le dysfonctionnement dans la compréhension des systèmes informatiques qui nous entourent. Et en fait, on attend toujours du numérique et de l'informatique que ce soit quelque chose de lisse, transparent, opaque, aérien, etc. Et on ne voit pas généralement ce qui se passe derrière, les lignes de code, etc. Et en fait, d'ailleurs, si on va sur n'importe quel site internet et qu'on tape la touche F12, on voit généralement toutes les consoles d'erreurs. Mais ça, on ne nous les montre pas, mais c'est souvent intéressant d'arriver à comprendre on ne nous les montre pas, c'est normal, parce que sinon ça rend la navigation beaucoup moins fluide. Mais ça permet un petit peu de comprendre comment ça fonctionne derrière un ordinateur. Et encore une fois, un petit peu d'avoir quelque chose de l'ordre d'une forme d'émancipation, en tout cas d'être plus autonome dans la compréhension des usages numériques qu'on a. Et puis enfin, on a les cartes qui permettent de contrer contre hacking, contre surveillance, contre violence, des bugs et contre obsolescence. Du coup, c'est les mêmes. Je vais pas revenir sur ça. Donc ça, c'est pour le tour des cartes. Je ne sais pas quelle heure il est. 10h26, ok.
On va essayer. On prend quoi, 20 minutes, une demi-heure pour des échanges? Ouais. Ouais, on fait ça. Ok. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comme on vous le présentait, au dos de chaque carte, on a un QR code. Donc, on va jouer une carte. Hop. Et si la carte fait partie du parcours, des thématiques du parcours, on va la retourner. On va la flasher avec son téléphone. Et au moment où on la flash, on arrive sur le site internet. Du coup, hop. Il doit être derrière. Le voilà. Du coup, on arrive sur le site internet et on peut y accéder aussi par ce biais-là, hein, par ce chemin-là. Et par exemple, là, si je clique sur la carte fake news, j'arrive. Alors sur le téléphone, évidemment, vous n'avez pas tout à fait la même chose, hein, c'est un autre format. Sur le téléphone, on va voir juste la carte fake news. Enfin, je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur un téléphone. Je ne sais pas. Hop. Je me mets là, je verrai mieux. Hop, voilà. Sur un téléphone, ça ressemble à ça. Du coup, on a, là, je vais prendre la carte fake news et puis on va lancer la vidéo. À chaque fois, sur chacune des cartes, on a du coup une vidéo, un quiz, une loupe qui s'appelle Focus sur, donc qui permet d'aller plus loin dans la thématique. On a ensuite les conseils aux parents donc, qui sont soit formulés, soit validés par le comité d'experts de l'Open. Et on a des ressources. Je vais vous en présenter quelques-uns de tout ça. Je lance la vidéo. Hop. Évidemment. Hop. Est-ce que c'est parce que je suis passé en mode téléphone? C'est possible. La désinformation, les rumeurs médisantes et les messages de propagande haineuse ne sont pas apparus avec Internet. Mais Internet en facilite largement la diffusion. Le numérique permet aussi de mettre en scène des discours haineux de manière séduisante en les accompagnant d'images chocs ou de musiques inquiétantes pour susciter de fortes émotions. Les logiciels de montage de vidéos ou de retouche d'images, ainsi que les intelligences artificielles génératives, sont parfois utilisés pour fabriquer des contenus trompeurs. Comme il est sans doute illusoire d'imaginer un Internet sans propagande ni fausses informations, il est indispensable d'apprendre à cultiver notre esprit critique et à faire le tri entre les informations crédibles et celles qui ne le sont pas. Alors voilà, à chaque fois, du coup, on a la possibilité de lancer une vidéo. Alors elle dure entre 40 secondes et 1 minute, hein, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Une fois qu'on a lancé la vidéo, ce qu'on peut faire, c'est... alors du coup, c'est vraiment l'idée qu'elle soit courte pour ne pas casser la dynamique du jeu et se dire qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on veut ajouter des choses, etc. Lancer une mini-discussion et puis qui ne prennent pas trop de temps pour pas forcément casser la dynamique du jeu, mais identifier aussi que c'est un espace de parole possible. Et ensuite, on reprend le jeu. Alors, on a aussi la possibilité, quand on est dessus, de faire le quiz. Hop, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, on a la possibilité de faire le quiz. Alors, le quiz, il y a 35 questions au total, donc il y a autant de questions qu'il y a de cartes. C'est des questions qui sont généralement un peu rigolotes, hein, pas forcément particulièrement sérieuses sur la thématique, mais ça permet de la même manière de dire on peut parler de cette thématique ici, quoi. Ensuite, on a la partie focus. La partie focus, donc c'est là on essaie d'aller plus loin sur les thématiques. Qu'est-ce que je m'étais mis moi pour focus, par exemple? Alors j'en avais noté plusieurs, mais du coup, j'ai jamais assez de temps pour tout montrer. Je voulais montrer le streaming. Tac, 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 je ne sais plus où c'est. Voilà. Donc, par exemple, dans le streaming, si on va dans Focus, ici, on a quelque chose, par exemple, voilà, sur l'impact écologique du streaming. Comment réduire cet impact écologique? Voilà, on a des. Alors, ce point Focus sur, il peut permettre soit aux jeunes de s'auto-informer, soit aux parents de s'auto-informer, mais aussi aux éducateurs, d'une manière large, hein, d'acquérir des contenus supplémentaires pour pouvoir accompagner l'animation du jeu. Ensuite, on a les conseils aux parents. Les conseils aux parents, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, à chaque fois validés par l'Open ou rédigés par l'Open.
Là, moi, parmi ceux que je m'étais noté, mais du coup, ils sont un peu longs à lire, donc, enfin, ils sont un peu longs à lire dans le format où on est là actuellement. Mais ceux que je m'étais noté, c'est notamment celui autour du jeu vidéo, qui va permettre, hop, ici, celui autour du jeu vidéo qui va permettre un petit peu d'expliquer aux parents que c'est une pratique, un loisir, que l'idée c'est aussi de comprendre un petit peu à quoi ils jouent, quel en est l'usage. J'avais un collègue qui avait fait un atelier parents et en fait, il n'y avait que des mamans, mais du coup il disait, dans l'atelier, il avait proposé aux mamans d'expérimenter les jeux vidéo. Donc elles étaient venues, elles avaient joué aux jeux vidéo auxquels jouent leurs enfants. Et à la fin de la séance, il a dit bon, c'est fini. Et maman a fait non, encore 5 minutes. Voilà. Donc, et du coup, il n'y a même pas besoin d'expliquer plus loin. Voilà, c'est que quand tu dis à un gamin viens à table, encore 5 minutes. Ah bah oui, parce qu'il doit battre le boss ou il doit finir le truc qu'il a commencé en équipe. Et 5 minutes plus tard, c'est apaisé. On passe à autre chose. Mais du coup, avoir la compréhension de ce qui se passe, ça permet parfois juste d'apaiser des conflits. Évidemment, j'avais mis aussi cyberviolence pour les conseils aux parents. Donc c'est une carte qui est particulièrement importante, notamment avec toute la partie autour du 3018, etc. Donc le numéro d'appel et puis un petit peu comment on vient accompagner les problèmes de cyberviolence. Oui, le 3018, on le retrouve également en ressources, effectivement, avec des liens, hein, et puis d'autres choses un petit peu pour lutter contre les situations de harcèlement. En ressources, si j'avais prévu, alors, mais là, du coup, sinon, on va avoir assez peu de temps pour les échanges. Si, je vais essayer quand même de vous montrer 2-3 petites choses qu'on peut trouver en ressources. Tac. Ici, sur les mots de passe, identifiant et sécurisé, je m'étais noté celui-ci, généralement qui marche assez bien, c'est vérifier la robustesse de votre mot de passe. Donc en allant sur ce lien, vous allez tomber sur un site, vous tapez votre mot de passe, évidemment ils ne sont pas enregistrés dans le site, et ça vous dit en combien de secondes ou minutes ou années votre mot de passe peut être craqué par ce qu'on appelle une attaque de force brute, c'est-à-dire en prenant toute une liste de choses déjà existantes et en confrontant à votre mot de passe, quoi. Donc, alors, parfois, on a des surprises. Hein, on s'aperçoit que notre mot de passe peut être craqué en 2 minutes. Donc là, il faut rapidement le changer parce que ça veut dire que dès qu'il y aura un focus d'une attaque sur votre mot de passe, ce sera le cas. Dans les ressources, j'avais mis aussi, il y a plusieurs... on retrouve souvent dans les ressources des vidéos assez courtes. C'est une volonté de notre part, hein, d'avoir vraiment mis des vidéos courtes qui permettent, pour la personne qui va animer le jeu, d'aller sur un format assez rapide et de pouvoir reprendre la partie, rapidement. Alors il y a souvent, je ne sais pas si vous connaissez Décode Actu, mais il y a souvent des vidéos de cet ordre-là. Donc là, sur les influenceurs, il y a cette petite vidéo donc, qui est sortie un peu après la loi, qui s'appelle « Les influenceurs face à la loi », et du coup, essayer de comprendre un petit peu les droits et les devoirs qu'ils ont et ce qu'ils doivent respecter. Dans les ressources également, on a, parmi les quelques choses que je m'étais mis de côté, dans les ressources également, on a quelques petits tips ou quelques outils dans données personnelles, par exemple, qui vont permettre... Alors, je crois que je dois encore en rajouter, là, je ne les ai peut-être pas tous mis, mais en fait, dans données personnelles, l'idée, c'est un petit peu aussi de proposer des outils, des applications. Alors là, en l'occurrence, c'est des extensions de navigateur qui vont permettre d'avoir une navigation sur Internet qui va être un peu plus tranquille et sécurisée aussi. Alors du coup, comment on peut bloquer la publicité ? Je ne sais pas si tout le monde utilise quelque chose comme uBlock Origin ou d'autres bloqueurs de publicité, mais c'est possible. Mais ce qu'on sait moins, par exemple, c'est qu'il est aussi possible de bloquer les trackers avec quelque chose qui s'appelle Privacy Badger, où il y en a d'autres encore. Et il est aussi possible d'auto-paramétrer les fenêtres de consentement. Alors ça, c'est au choix de chacun. Moi, personnellement, je ne souhaite pas consentir à la collecte de mes données.
Et du coup, j'utilise un truc qui s'appelle Ghostery et qui permet de dire systématiquement, dès qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça clique sur non automatiquement, et du coup, je ne suis pas pollué par ça, en fait. Et effectivement, dans les outils, sur la lumière bleue, par exemple, il y a un petit peu, effectivement, tu disais comment on réduit la lumière, je disais tout à l'heure, mais comment également on va, pour faciliter les temps d'endormissement, etc., débloquer les notifications ou paramétrer les notifications sur certaines applications spécifiques. Bien souvent, les plus jeunes ne le font pas, et du coup, toutes les notifications tombent, et donc, du coup, en termes d'attention, elle est quand même énormément diffractée. Alors, juste en accompagnant et en expliquant comment on peut désactiver ça ou désactiver les sons, on peut gagner des temps d'attention qui sont assez précieux, dans tous les sens du terme, hein, d'un point de vue précieux pour nous, mais aussi d'un point de vue de l'argent. Pour évaluer le temps qu'on a passé sur les écrans, ah oui. Et objectiver ça, et d'apprendre aux gamins à auto-évaluer. Oui, effectivement, on a mis ça aussi, ouais, les outils de temps d'écran. Et une dernière ressource que j'avais mis aussi, c'est Perplexity. Alors, il y en a plein, hein, c'est vraiment quelques-unes que j'ai sorties hier soir en préparant. Perplexity, c'est par exemple, c'est comme... c'est une IA générative de texte, donc comme ChatGPT, sauf que Perplexity cite ses sources. Donc ça a quand même cet intérêt quand si on prépare un exposé pour faire en classe, on est sûr déjà que tous les éléments qui vont construire la réponse auront une source claire qui va être citée en dessous, et qu'on n'aura pas affaire à ce qu'on appelle des hallucinations en intelligence artificielle. Bon, je pourrais passer beaucoup plus de temps à vous présenter le jeu, mais il reste 20 minutes, et puis je propose qu'on fasse un petit peu d'échange, et puis voir les questions que vous avez, et sur les thématiques, et sur le jeu. Bonjour. Alors moi, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans, et je voudrais savoir si ces cartes s'adressent à cette tranche d'âge. Sachant que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une thématique concernant la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça me semble pas adapté. Et seconde question, qu'est-ce que vous préconisez lorsque ce jeu est joué en famille? Est-ce qu'il y a des cartes à retirer par précaution pour éviter certains sujets? Ou bien il faut laisser libre? Alors effectivement, c'est marrant parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps avec Emmanuel. Et effectivement, il peut y avoir dans les faits, ça va complètement dépendre des familles. C'est un petit peu compliqué de dire à partir de tel âge, il faut faire ça. Et c'est comme, par exemple, je sais que parfois j'intervenais en classe sur les relations affectives et sexuelles. Et puis on arrive dans une classe de 4e. Et puis dans une autre classe de 4e, et on s'aperçoit que les discussions ne sont absolument pas les mêmes, quoi. Il y a des écarts phénoménaux sur ça, et souvent la meilleure solution, c'est un petit peu de laisser venir les mots de la part des personnes qui sont présentes, et puis à partir des mots qui sont là, essayer d'échanger sur les thématiques. Pour répondre plus précisément, il est possible effectivement d'enlever des cartes dans le jeu. On sait aujourd'hui que vers 7-8 ans, c'est le premier âge où on tombe sur de manière pas forcément volontaire, mais sur des contenus pornographiques sur Internet. Donc, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup. C'est pas trash, hein. Oui, c'est généralement posé, mais c'est vrai que c'est plutôt un outil qui est pensé pour les pré-ados que pour les enfants. Mais lance le texte, peut-être. Mais vraiment, moi, je pense que pas forcément avec les mêmes mots, mais que effectivement, c'est important d'accompagner le fait qu'on risque effectivement de tomber sur des contenus choquants, voire traumatisants, en se baladant sur Internet, quoi. La pornographie n'est pas née avec le numérique. Et elle a toujours été un objet de curiosité.
Le problème est qu'il suffit de quelques clics sur Internet pour accéder à des images et vidéos pornographiques, notamment parce qu'elles génèrent beaucoup de recettes publicitaires. Ceci pose une série de difficultés. La loi protège les mineurs face au contenu pornographique, et pourtant, ils peuvent assez facilement y avoir accès. Ils sont alors exposés à des scènes qui peuvent être violentes et dégradantes. Les femmes y sont souvent représentées comme des objets sexuels, et les hommes enfermés dans des rôles de dominants. Les corps qui y sont montrés ne sont pas représentatifs de la diversité et de la réalité des mensurations, mais de critères de beauté, auxquels les plus jeunes vont inévitablement se comparer. Ce spectacle peut être perturbant, voire traumatisant. Et comme il est sans doute illusoire d'imaginer un Internet sans pornographie, il est important de cultiver une éducation à la vie affective et sexuelle qui valorise l'acceptation et la diversité des corps, ainsi que les relations consenties et respectueuses d'autrui. Je ne suis pas sûr qu'un enfant de 8 ans comprend tous les mots. Mais ça peut être repris. C'est vrai que ce n'est pas pensé pour les petits-enfants. Mais voilà, en gros, il n'y a pas de message choquant. Il y a par exemple dans la partie ressources des petites vidéos pour parler du consentement. Il y en a une pour plutôt âge 6e, une autre pour 5e, 3e, et puis une autre qui est plutôt lycée. Voilà. Oui, effectivement, je crois que c'est dans celui-ci. Voilà. On a noté effectivement les ressources pour tout le monde, pour les plus grands, pour les parents. Et effectivement, donc pour tout le monde, on a des choses comme On s'exprime ou Sexo Tuto. Je ne sais pas si vous connaissez les sites, mais qui sont des sites relativement bien faits pour parler des relations affectives et sexuelles. Mais par exemple, c'est vrai que là, Lumni a fait des vidéos sexo-trucs, mais qui sont vraiment pour les petits, qui sont super bien faites, mais bon, qui n'ont pas vraiment leur place en ressources ici. Mais effectivement, il faut s'adapter à la tranche d'âge. Après, la thématique de la pornographie, c'est sûr qu'à l'école, etc., on entend parler assez tôt. Donc l'idée aussi, c'est comme à chaque fois, dans cet outil, c'est vraiment d'ouvrir cet espace de parole. Et on n'est pas obligé de faire un focus et de parler un quart d'heure sur la pornographie. On peut juste dire, ah bah voilà, ça existe, on peut être confronté, on peut juste jouer la carte et ne pas en parler aussi, quoi. Et puis ça permet juste, en jouant la carte et en la lisant, en disant, ah bah ça c'est pornographie, de se dire qu'à un moment, peut-être on pourra en parler. Ça permet parfois d'ouvrir quelque chose, là où parfois c'est des sujets qui peuvent être difficiles à aborder, qui sont difficiles à aborder dans les relations familiales, quoi. Oui, bonjour, je voulais savoir par rapport à... J'ai vu qu'il y avait 4 personnages, et par rapport à un groupe, comment ça fonctionne s'il y a plusieurs jeunes? Ouais, bah, l'idée, c'est en fait 4 personnages, 4 groupes, en fait, du coup, et après, ils choisissent ensemble la carte qu'ils veulent jouer. C'est un peu l'idée. Alors après, au-delà de 12, ça commence à faire du monde, quoi. Il vaut mieux avoir plusieurs plateaux de jeu, je pense. Hein. Mais entre 4 et 12, c'est bien. Oui. Mais comme c'est stratégique, ils discutent entre eux. Ah non, je joue cette carte. Non, il faut rester là, on la garde tout à l'heure. Il y a un côté qui fait que ça peut marcher en petits groupes, mais pas plus de 12. Ouais, 12, c'est beaucoup. Alors moi, c'était juste pour réagir à la tranche d'âge. Donc, je suis Anne, je suis médiatrice culturelle aux archives départementales à Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai l'habitude de côtoyer tous les âges, que ce soit vraiment des primaires, CP, jusqu'aux étudiants. Et même, je pense que si ce jeu-là est conçu pour des préados, enfin nous, ça nous arrive des fois d'avoir des ateliers faits pour des préados qu'on adapte pour des primaires. Et des fois, on peut avoir des surprises où même des fois, des enfants de 7 ans sont confrontés déjà entre camarades à tout ce qui est question de pornographie, tout ça, harcèlement sexuel. Et nous, ça nous était arrivé d'ailleurs lors d'un atelier où a priori, l'image n'avait rien à voir, il fallait juste faire une description d'image. Et là, il y a une petite, ça lui a rappelé un traumatisme qu'a eu avec un de ses camarades. Donc des fois, même si on a l'impression qu'un enfant n'est pas tout de suite concerné par ces questions-là, peut-être qu'il dit oui, un camarade m'a montré ça, et là, ça peut aussi délier les paroles. C'était juste ce que je voulais dire. Ouais, quand on dit ouvrir des espaces de parole, ça peut être aussi de l'ordre du quotidien. Moi, je sais, alors c'est une psychologue qui s'appelle Angélique Gozlan qui travaille beaucoup sur les traumas, etc., qui sont liés aux usages numériques. Mais
souvent, enfin, un petit peu comme à chaque fois, si on garde les choses et qu'on n'en parle pas, ça empire un petit peu le phénomène. Et du coup, il y a souvent il y a certaines classes où le lundi matin, il y a ce temps qui est un petit peu dédié à qu'est-ce que vous avez vu dans le week-end sur les écrans, et puis qu'est-ce que vous en avez ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Juste un petit temps d'expression. On ouvre cet espace de parole, on peut en parler, et si ça a été traumatisant, si ça l'a, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et juste le fait d'ouvrir et d'avoir cet espace pour le dire, bah, ça permet de diminuer l'impact un petit peu. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi j'avais une question qui était plutôt une demande sur un retour d'expérience. Est-ce que dans les sessions que vous avez animées ou auxquelles vous avez participé, vous avez eu des moments où les parents apprenaient aussi des choses, voire des moments où les enfants apprenaient des choses aux parents? Parce que je me dis par exemple sur les fake news, les parents sont tout aussi exposés que leurs enfants, et donc est-ce que vous avez aussi des fois un peu un retournement dans l'apprentissage? De mon côté, je n'ai pas d'expérience de mélange parents-enfants pour l'instant. On a testé avec des parents, avec des assistantes familiales, des enfants. Mais effectivement, ce serait intéressant de pouvoir voir comment ça fonctionne dans ce cadre-là. Non, c'est pareil. Nous, on lance vraiment à plus grande échelle à partir du mois prochain. Donc, on aura des réponses sur ça très prochainement. Par contre, on sait effectivement que sur énormément de questions, alors des fois c'est un problème pour les parents, c'est aussi parfois le truc un petit peu avec le numérique, quand je compare avec le judo ou une autre activité sportive, c'est que ça peut souvent être les enfants qui expliquent aux parents. Donc du coup, une espèce d'inversion un petit peu des rôles du sachant, un petit peu dans la relation familiale. Mais quand c'est accepté, c'est très chouette, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et bravo pour la création. Ma question peut-être bête, mais je n'ai pas compris. Est-ce que les jeux immatérialisés le plateau et on s'aide de l'ordinateur, ou alors ça se joue en ligne? J'ai pas compris. Ouais, monsieur, mais je suis peut-être passé un peu vite sur ça. C'est un plateau, mais il y a un QR code au dos de la carte et on joue avec son téléphone. Donc il suffit d'avoir un téléphone. Oui, c'est obligé d'avoir un téléphone. Là, c'est le grand luxe, on a un grand écran, mais on peut aussi accéder directement. Ouais. Non, si on a un seul téléphone, c'est bon. Un téléphone pour toutes les personnes qui jouent, un téléphone ou une tablette pour toutes les personnes qui jouent, c'est suffisant. C'est pas, on prend la tablette, on la met au milieu du truc, on lance le message ou la question, et puis après on reprend le jeu. L'idée, c'est pas qu'il y ait des écrans tout autour du jeu non plus. Après, il peut aussi, du coup, ça c'est le jeu comme il a été pensé, du coup, de se déplacer avec les cartes sur le plateau. Mais il y a aussi d'autres entrées. On peut, par exemple, je sais pas, sur une classe, on peut dire, comme un devoir à l'école, on peut dire, pour demain, vous faites toutes les questions du quiz. À la fin, quand il y a toutes les questions, il y a une coupe qui arrive, on peut en faire un screenshot. Et puis après, on peut dire, quelles sont les thématiques qui vous ont le plus parlé, sur lesquelles vous voulez échanger. On n'est pas obligé d'avoir le jeu de plateau, par exemple, pour faire ça, quoi. L'accès est libre sur le site internet. Bonjour, merci pour la présentation. Gabriel Fémina, je suis de e-enfance 3018. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. Juste une petite info sur le rajeunissement. On le constate, différentes études. Maintenant, c'est 50-10 mois, les premiers pas sur Internet, accompagnés. Et puis, une année après, on y est tout seul ou toute seule. Et donc, avec tout ce qui est possible d'apprentissage non désiré. Donc, vaut mieux passer par des ressources comme ça qui sont sécurisées, qui ont été vues avec des comités d'experts, etc., pour que les messages soient bien calibrés. Ma question, c'était, si je comprends bien, c'est une dynamique de jeu qui est plutôt en compétition, entre guillemets. Les équipes jouent les unes contre les autres, tout en ayant l'objectif de créer une forme de dynamique collective et des repères à travailler ensemble. Pourquoi avoir choisi cette mécanique de jeu compétitrice, entre guillemets, où il n'y a pas une collaboratrice ou pour relever un défi collectif, etc. J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à ça, donc je voulais savoir un peu votre avis là-dessus.
Non, c'est plus au fur et à mesure que, comme c'est venu, on a du jeu de départ qui était plutôt un jeu de petits chevaux, etc., vers l'évolution que ça a eu. C'est plus peut-être aujourd'hui qu'on essaie de penser à toutes les formes possibles d'exploitation de l'ensemble du jeu et de l'outil. Mais effectivement, quelque chose de collaboratif, moi, ça me semble aussi très intéressant. Peut-être que c'est plus aussi dans d'autres formats qui sont un peu moins de l'ordre de la compétition, qui peut être les photolangages ou les choses comme ça, ou les utilisations UCIT. Après, l'intérêt aussi alors ce qui n'empêche pas que les jeux collaboratifs marchent aussi très bien pour ça. L'intérêt, c'est que vraiment le jeu est très prenant, quoi, et on voit que les adultes et les enfants qui on le propose ont un grand intérêt à y jouer. Mais effectivement, ouvrir sur quelque chose de collaboratif, moi, ça me semble aussi être une bonne idée. Ouais, je trouve que c'est plus excitant pour les ados d'avoir un jeu compétitif. Mais c'est vrai qu'il y a des règles qui font que, par exemple, quand on attaque, on peut que attaquer le joueur qui est à sa gauche ou à sa droite, mais jamais celui qui est en face. Donc il se crée de fait des alliances entre des joueurs qui ne s'attaquent pas, qui ne peuvent pas s'attaquer, ou alors qui doivent nouer une alliance avec quelqu'un qui potentiellement pour lui refiler une carte pour que l'autre attaque la personne. Donc il y a des jeux de stratégie comme ça qui se mettent en place, qui sont assez rigolos. Puis bon, l'idée c'est aussi de parties assez courtes, parce que bon, le jeu coopératif, si on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble, quoi. On y a pensé, mais bon, en même temps, c'était les gens qui aiment les jeux de société, ils aiment bien gagner, quoi. c'est quand même partie du plaisir. Donc, et puis, bon, la limite de ce type d'outil, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas les jeux de société, hein, qui ça rappelle quand on ne les laissait pas gagner quand ils étaient petits, donc c'est des colères. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place des règles qui soient plus mode photolangage ou tirage loto avec une roue qui fasse sortir les choses, pour ceux qui ne sont pas très adeptes du jeu. Mais en même temps, bon, enfin, dans notre groupe de travail qu'on avait constitué avec la Vège, les gens aimaient les jeux de société, et puis donc on a réfléchi ensemble sur des règles qui soient un peu stimulantes, sans ressembler trop à des jeux préexistants, pour des raisons de droit. D'abord, on ne pouvait pas reprendre tel quel le Monopoly. Donc il fallait inventer quelque chose, quoi. Bonjour, Alexandre Laurent de l'ARS Île-de-France. Moi, j'avais 2 questions. À combien vous estimez à peu près le temps d'une partie en moyenne, pour donner une fourchette? Et puis, j'étais curieux sur sa diffusion. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se produire, enfin, comment est-ce qu'on peut obtenir l'outil, et quels sont les canaux de diffusion justement de l'outil, et peut-être notamment avec la Ligue de l'enseignement. Peut-être que tu compléteras, peut-être. Ou tu veux comment? Ouais. Par rapport à la Ligue de l'enseignement, effectivement, nous l'idée, c'est d'expérimenter dans les. On ouvre la possibilité aux 102 fédérations de la Ligue d'expérimenter le jeu. On sait que les 102 ne vont pas s'en saisir, parce que toutes ne sont pas sur la thématique du numérique. Après, du coup, la Ligue, c'est aussi un mouvement de fédération d'associations. Donc, du coup, il y a énormément d'associations qui sont affiliées. L'idée, c'est aussi un petit peu de voir déjà. Là, on a fait effectivement plein d'expérimentations en amont. Là, on va expérimenter aussi cette version qui est la première version en production. Et puis, voir effectivement comment ça prend dans les réseaux. Et est-ce que, du coup, on peut, de toute façon, on va le proposer aussi aux fédérations aux associations qui sont affiliées à la Ligue. Oui, l'idée, c'est d'essayer de le proposer au plus grand nombre de personnes, effectivement. Autrement, le jeu, il fait 25 minutes, en gros, quand les gens ils ont compris le jeu. Donc, il faut quand même leur présenter, leur apprendre. Donc, ça peut prendre encore un quart d'heure. Et puis, c'est ce qu'on a testé à force de jouer.
Là, oui, on n'en a pas parlé, mais c'est la caisse de l'allocation familiale qui nous a financé pour une bonne part. On a pu financer 100 boîtes, donc on se les répartit entre plusieurs lieux. On pourra en emprunter à la MPCR, au centre de formation assistante familiale, le pôle numérique du département en aura. On s'en pense en mettre en prêt aussi dans des centres CAF. Et puis, si ça plaît, à un moment, on pourra réunir des cagnottes différentes pour arriver à faire un achat en nombre. Voilà. Mais ce ne serait pas non plus des coûts fous. On espère bien qu'à un moment, il y aura une demande et qu'on trouvera les financements pour équiper. Mais c'est important d'avoir aussi une phase d'évaluation en amont, qu'on ait déjà les premiers retours. Parce qu'il faut aussi, la prochaine étape, c'est l'écriture d'un petit guide d'utilisation. On va faire aussi des temps formatifs pour sensibiliser les professionnels, pas très très long, mais un temps d'exposé un peu comme celui-là, mais un temps où on va vraiment jouer. Donc ça peut prendre une matinée ou une après-midi. Et donc populariser ces temps-là. On sait aussi que souvent on propose des outils qui sont... Alors du coup, moi je suis chargé de mission de développement pédagogique, donc du coup je crée régulièrement des outils à destination du réseau. Et on s'aperçoit après, quand on va échanger avec les collègues qui sont sur le terrain, ils nous disent « Ah ouais, bah c'est génial, mais moi, je ne l'utilise pas du tout comme tu avais prévu. Je l'utilise comme ça, comme ça, comme ça. » Et du coup, c'est super intéressant parce que ça permet déjà de voir d'autres pratiques, de partager des expériences et puis d'avoir des choses qui sont parfois plus ancrées avec une réalité de terrain. Puis d'un département, je pense à une formation que je donnais il n'y a pas longtemps, mais d'un département à l'autre, on a des réalités qui sont complètement différentes, quoi. Enfin, entre le 93 et je pense à ma collègue du Gers, la dernière fois qui intervenait, on a des réalités qui sont vraiment différentes dans les usages, dans les accès à Internet, des choses un peu comme ça. Donc, ce temps d'expérimentation, il va vraiment permettre de remonter un petit peu les différents types d'usages et puis peut-être déjà de proposer la manière dont les autres personnes l'utilisent et puis peut-être d'adapter l'outil pour qu'il convienne le mieux à une réalité, quoi. Il est 11h. Merci de votre écoute. Merci.